Bonjour à tous. Je suis Frédéric Métivier-Lopez du cabinet Indigo et je vais vous présenter l'ensemble d'équipes d'intervenants. Je suis vraiment ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour partager sur ce sujet très important et très intéressant que sont les solutions fondées sur la nature. Donc, en quelques mots, Indigo est une société de conseil et d'ingénierie qui est né il y a plus de 35 ans maintenant, avec une conviction déjà à l'époque qu'il faut vraiment remettre l'économie au service du vivant. Nous avons dans notre ADN depuis l'origine de travailler sur des sujets d'innovation et nous avons également une particularité d'être nés de l'économie sociale et solidaire, puisque nous avons été une entreprise d'insertion avant de devenir un bureau d'études. Cet ADN un petit peu particulier fait que en 2021, on a choisi de devenir une société à mission et s'inscrit dans nos statuts un certain nombre d'engagements environnementaux et sociaux au service des territoires. C'est ce qui aujourd'hui motive notre participation à ce webinaire, entre autres. Nous avons une équipe d'environ 360 collaborateurs aujourd'hui qui permet en fait d'avoir un ancrage territorial sur l'ensemble du territoire français puisque nous sommes sur 15 implantations avec un modèle d'entreprise où les salariés sont 100% actionnaires d'Indigo. Sur la diapositive suivante, on visualise l'ensemble des domaines d'activité d'Indigo pour pouvoir répondre donc à l'ensemble des défis de la transition. Notre objectif étant d'œuvrer aux côtés des acteurs publics et privés, hein. Et nous sommes donc pour Indigo aujourd'hui deux intervenants. Donc moi-même, Frédéric Métivier-Lopez, je suis urbaniste et je travaille sur les sujets d'écologie urbaine, notamment dans notre domaine d'activité paysage, aménagement urbain et territorial. Et je suis accompagnée de mon collègue Rémi Dugoujon, qui est urbaniste écologue et qui travaille sur les sujets de biodiversité, de milieux naturels et notamment de santé environnementale et planétaire. Voilà. Nous sommes également entourés de deux partenaires que l'on visualise sur la page suivante, puisque nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Rarbaoui de l'Office français de la biodiversité. L'OFB, hein, pour rappeler en quelques mots, c'est un établissement public national qui est dédié à la protection et la restauration de la biodiversité, qui est placé sous la tutelle des ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture, et qui est, pour mémoire, issu de la fusion de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la forêt. Et nous accueillons également Bordeaux Métropole, qui viendra témoigner à travers Hélène Dourneau, qui est chef de projet prévention des risques et nuisances, et avec qui nous avons eu l'occasion, côté Indigo, de travailler pendant quelques années sur une recherche, promotion et mise en œuvre de solutions fondées sur la nature au sein de la métropole. Voilà, donc juste les grands chiffres clés hein, de Bordeaux Métropole, c'est 820 000 habitants et 28 communes. Voilà. Peut-être, Sarah, je vous passe maintenant la parole pour que vous nous présentiez le projet Life Intégré Artisan. Merci Frédéric pour cette présentation. Je rajouterai que nous travaillons, alors nous sommes 6 personnes au niveau national à l'OFB dans le projet spécifique Life Artisan et nous avons sur les régions des animateurs régionaux, 14 animateurs régionaux par direction régionale ou ARB. On va traverser cette présentation en quatre grandes lignes. D'abord, une présentation du projet Life intégré artisan. On va rentrer dans le vif du sujet avec une définition des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. On parle aussi de solutions d'adaptation fondées sur la nature. On va faire un petit retour d'expérience sur le bocage normand.
Et enfin, nous allons vous convier et vous présenter le forum Alliance Nature et Adaptation qui aura lieu à Toulouse le 10 et 11 juin. Alors, le projet LIFE intégré artisan. Le projet LIFE, c'est un projet européen et c'est un projet intégré parce qu'il a une dimension nationale et il répond à une politique publique nationale. Ici, ça va être d'une part le plan national d'adaptation au changement climatique, dont le troisième plan va bientôt sortir, et d'autre part, d'un second côté, l'application de la stratégie nationale biodiversité 2030 qui est sortie en début d'année. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'accroître, comme l'indique l'acronyme, accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ce projet, il a démarré en 2020, au moment de la création de l'OFB, et nous avons jusqu'à 2027 pour créer les conditions d'une généralisation du recours aux solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires. Il a un budget de 16,7 millions d'euros, donc en partie issu de financement européen et d'autre partie du ministère en charge de la transition écologique, de l'OFB et des bénéficiaires associés. Ce que vous voyez à droite, tous ces logos, ce sont les logos de nos 28 bénéficiaires associés. Vous pouvez changer. Merci. Alors, notre programme Life Artisan a un découpage en trois piliers. Il y a un pilier action nationale, un second pilier action régionale et un troisième pilier avec un réseau de sites pilotes. Là, on va un petit peu, ici, on va parler de l'action nationale, mais après, on va balayer les autres piliers. Pour le pilier action nationale, l'objectif global, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de mobiliser toute une communauté d'engagement autour de la généralisation des SFN, des solutions fondées sur la nature, pour l'adaptation au changement climatique et lever les freins à la mise en œuvre des SFN. Et puisqu'on ne peut pas agir sur tous les fronts à la fois, stratégiquement, on va concentrer nos efforts sur une partie de freins identifiés. Si vous déplacez votre regard sur les pétales à droite du schéma, alors vous pouvez voir qu'on agit sur la sensibilisation, la diffusion de connaissances et la production de ressources. Il y a aussi de l'animation et de la mobilisation de réseaux via un réseau à travers des groupes de travail thématiques par milieu et l'organisation d'événements à ampleur, à dimension nationale. On va agir aussi à travers l'accompagnement des acteurs avec une offre de formation et on a des contenus, des publications à disposition sur des thématiques bien spécifiques. Si vous avez besoin de faire une recherche plus précise, si vous avez besoin d'être un peu, d'avoir une direction, ça va se traduire par exemple sur des outils pour rechercher des financements publics et privés pour mettre en œuvre une SFN sur son territoire ou l'intégration, comment intégrer les SFN dans ces documents de planification territoriale. À la fin, on va vous donner des liens pour consulter diverses sources documentaires sur le site du Life Artisan et d'autres sites. Il faut toujours bien faire attention à faire le tri dans ces ressources documentaires, puisqu'il y en a certaines qui sont destinées plutôt à des universitaires, plutôt au secteur privé, plutôt au public élu. Merci. Alors là, on va faire un petit zoom sur l'échelle régionale. Au niveau régional, au niveau du pilier animation régionale, on a un réseau très dynamique de 14 animateurs
et animatrices qui sont déployés sur quasiment tous les territoires. On a un animateur par région dans l'Hexagone et deux animatrices outre-mer. Donc, à droite, vous voyez Astrid Abel. Elle est plutôt située sur Antilles-Guyane. Et juste en dessous, Léa, qui est sur la région Réunion et Mayotte. Vous avez tous les contacts de ces animateurs régionaux, tous leurs mails inscrits sur cette diapo. Anaïs à gauche arrive le 1er juin et Sidonie le 1er juillet. On a un petit peu de mouvement. Donc les animateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trois grandes missions. La première, c'est d'animer une gouvernance au niveau régional à travers un groupe de travail qui rassemblera des acteurs stratégiques comme les directions régionales de l'ADEME, le CEREMA, les agences de l'eau, les services déconcentrés de l'État, les réseaux associatifs qui sont intéressés du coup par les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation. La seconde mission, c'est la sensibilisation des acteurs régionaux et locaux. Et puis après, on passe à un autre palier avec une troisième mission qui est la facilitation auprès des porteurs de projets SFN. Donc voilà. Ah oui, petit détail, mais pas des moindres. Parmi ces animateurs régionaux, on a des référents thématiques qui sont spécialisés. Par exemple, si vous voulez une référente thématique sur l'eau, vous avez Pascal Larmande. On a des référents thématiques sur la forêt, l'agriculture, etc. Parfait. Merci Sarah pour cette présentation complète de Life Artisan, de l'équipe et des ressources pour accompagner le développement des SFN. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec une première partie un peu socle où on va vous apporter des connaissances. Je vous redonne la parole, Sarah, pour les deux premières pages d'introduction sur la définition des SFN. Merci. Merci. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que sont les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique? Le Life Artisan s'est aligné sur la définition adoptée au Congrès mondial de l'UICN en 2016. Vous avez d'autres définitions. Ici, ce sont les actions visant à protéger, gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement des enjeux de société de manière efficace et adaptative, donc flexible, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, dans cette approche, vous avez bien les bénéfices sociétaux et les bénéfices pour la biodiversité qui sont conjugués, qui ont un lien très très fort. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Euh, on parle aussi dans la définition d'enjeux de société. Alors, dans les enjeux de société qui concernent les territoires, vous avez en ce moment surtout tout ce qui est question de sécurité d'approvisionnement en eau, la dégradation environnementale, la perte de biodiversité, l'atténuation, les risques naturels. Et nous, au Life Artisan, on a un défi sociétal ciblé, c'est l'adaptation au changement climatique. Alors, vous avez à votre gauche 8 critères. Je vais vous copier-coller un petit document qui pourrait vous intéresser. Ce sont des huit critères de mise en œuvre d'une solution fondée sur la nature qui sont accompagnés de questions qui vont guider, donner une direction, donner une dimension à votre projet SFN. Par exemple, on va venir se poser la question de quel défi sociétal on veut cibler. Est-ce que l'échelle spatio-temporelle pour la mise en œuvre du projet est suffisante? Est-ce que la biodiversité est bien prise en compte? Est-ce que les parties prenantes vraiment pertinentes et concernées du territoire sont bien prises en compte dans le processus de mise en œuvre de la solution fondée sur la nature?
Je ne vais pas vous dérouler toute la liste, mais c'est un document très intéressant. Je vous l'ai envoyé sur le chat. Alors, les SFN et des exemples de SFN. Pour commencer, on va faire un petit rappel, changement climatique, biodiversité. Alors, le changement climatique, il va venir, vous n'êtes pas sans savoir, impacter l'ensemble des acteurs et des territoires. Il est aussi un facteur d'érosion de la biodiversité, puisqu'il il modifie les conditions physiques des milieux et il a un rythme trop rapide pour permettre l'adaptation de certaines espèces. Le problème, c'est que ici, on est face au serpent qui se mord la queue. La perte de la biodiversité va aussi avoir des effets de rétroaction sur le climat. On a par exemple des tourbières, les herbiers de Posidonie ou d'autres milieux humides qui ont cette capacité de stockage du carbone. Sans parler des risques associés au changement climatique auxquels les écosystèmes nous protègent. Pour finir, du coup, cette interlude, en juillet 2022, l'IPBES a rendu public une seconde évaluation mondiale sur l'état de la biodiversité. Et elle révèle bien, elle soutient bien ce lien étroit entre l'économie, la survie des populations et la protection des écosystèmes. Vous avez ici un panorama avec plusieurs entrées milieux, si vous regardez bien le schéma. Je vais vous présenter via une entrée risque. On va peut-être pas avoir le temps de faire tous les exemples, mais je vais vous donner quelques illustrations de ce qu'on peut faire pour les inondations. Les SFN vont se traduire par exemple par enfin, la restauration du fonctionnement des cours d'eau. On va reméandrer la restauration des zones humides afin qu'elles puissent jouer leur rôle de zone d'expansion de crues. On va chercher aussi l'infiltration, une meilleure infiltration et une limitation du ruissellement en tête de bassin versant avec la mise en place de haies ou de fascines. On va se déplacer vers les zones urbaines avec les ICU, les îlots de chaleur urbains. Ici, on va végétaliser, mettre en place des îlots de fraîcheur avec la végétalisation, la plantation, chercher une meilleure circulation de l'eau en déminéralisant, en rendant les sols perméables avec des noues, avec des arbres de pluie. Ça, c'est un autre projet, un site pilote qu'on a sur le Grand Lyon pour les limiter l'impact des tempêtes. On va passer sur les zones littorales qui sont beaucoup plus impactées, plus violentes. Les tempêtes sur ces zones-là, on va pouvoir restaurer des zones humides côtières, préserver ou restaurer des herbiers marins, des mangroves, des forêts littorales. Pour rebondir sur ce panorama des secteurs d'intervention possibles, on va vous faire maintenant une présentation sur comment on peut mettre en pratique les solutions fondées sur la nature en milieu urbain. C'est le sujet que nous avons eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années avec la métropole de Bordeaux, avec effectivement cette question de fond, comment on peut faire évoluer les pratiques de l'aménagement pour intégrer une démarche complète et systémique qui se base sur les SFN. Donc, le point de départ de cette réflexion et de cette démarche, eh bien, c'est que déjà, la métropole a réussi à préserver la moitié de son territoire. Sur l'ensemble des surfaces concernées, eh bien, les espaces naturels, agricoles et forestiers sont protégés, notamment à travers le PLU intercommunal. À côté de ça, reste la moitié du territoire concerné par des espaces urbanisés avec effectivement un tas de questions qui se posent, de défis que Sarah nous a énumérés tout à l'heure.
Euh, à l'échelle d'une métropole, évidemment, on a une culture de l'aménagement et du projet urbain qui se structure avec une vraie maturité sur Bordeaux Métropole, puisque quand on a commencé la démarche, évidemment, il y avait donc ce PLU intercommunal très protecteur, comme je l'ai rappelé. Il y a des outils tels qu'un plan climat et énergie territoriale, il y a un référentiel d'urbanisme durable qui avait été développé et réfléchi, une charte des espaces publics qui est une déclinaison possible d'un aménagement de qualité. La métropole s'était également dotée d'outils sur l'îlot de chaleur urbain, des outils un petit peu plus opérationnels pour pouvoir traiter ce sujet-là. Il y avait toute une réflexion, par exemple, une démarche autour de la stratégie éviter, réduire, compenser pour la rendre concrète et aider les acteurs à la mettre en application dans les projets qui sont concernés. C'est un travail qui a été développé d'ailleurs par la direction de la nature. Donc effectivement, il y avait déjà tout un contexte très favorable en termes de culture de l'aménagement. Mais malgré cela, restait un certain nombre de sujets en suspens avec un sujet de fond hein, autour de l'adaptation au changement climatique. C'est pas seulement en traitant le sujet à travers des outils îlots de chaleur urbain qu'on arrive à répondre à l'échelle d'une métropole à ce sujet-là. Donc la direction de la nature avait le sentiment qu'il fallait aller un cran plus loin et s'appuyer sur la force des solutions fondées sur la nature pour avoir des actions un petit peu plus transformatives. Et puis par ailleurs, bah, il y avait toujours ce sujet de la prise en compte de la biodiversité de mieux en mieux intégré, mais qui reste malgré tout souvent perçu comme la contrainte de conception dans un projet d'aménagement. Et là, l'idée était de se dire, et si finalement, c'était pas une opportunité pour concevoir les projets. Donc, fort de tous ces questionnements, et puis en parallèle, les bénéfices des solutions fondées sur la nature sont de plus en plus connus et diffusés. Donc, fort de ces éléments-là, la métropole s'est lancée dans une démarche de promotion des SFN et la mise en place d'une méthode de travail. Donc, l'intérêt sur 28 communes, hein, comme on peut avoir à Bordeaux Métropole, c'est de rencontrer une diversité de contextes d'application pour renouveler un petit peu la mise en application de ces enjeux. Et ces différents contextes d'application ben, rencontrent des degrés de naturalité du site variables. Donc, vous voyez sur ce schéma, par exemple, qu'effectivement, on peut intervenir dans des contextes qui sont très urbanisés, où la part de nature est vraiment réduite ou, et même parfois inexistante où les secteurs, en tout cas d'intérêt naturel, sont vraiment très réduits. Et dans ce cas-là, on va être plus sur un sujet de créer, recréer de la biodiversité en ville, jusqu'à un gradient où on va être plus en secteur périurbain sur des sites où la part des espaces naturels et semi-naturels est plus importante et où évidemment on va intervenir en évitement, en réduction évidemment hein, des impacts qu'on peut générer sur le site, mais où la démarche SFN peut apporter également une plus-value pour la nature en termes de restauration, de renforcement et de création, pourquoi pas, de milieux, voire même d'écosystèmes, si l'échelle s'y prête bien. Donc, c'était vraiment un petit peu le postulat de départ de la démarche et de se dire qu'on peut apporter des réponses, quel que soit le contexte, et pas seulement dans un site qui est déjà doté d'un patrimoine naturel. Comment on fait pour les secteurs où les contraintes sont plus fortes et où finalement la notion de plus-value va être significative par rapport à l'état initial. Donc, pour travailler sur ce sujet, nous avons eu un travail de fond où il s'agissait vraiment de poser les bases d'une méthode. Ça s'est traduit d'ailleurs dans des guides hein, qu'on a pu écrire à destination des porteurs de projets de la métropole de Bordeaux et une démarche également d'expérimentation dont on parlera tout à l'heure. On vous fera des retours d'expérience sur des projets où on a pu expérimenter la démarche. Donc, dans notre méthode,
On a repositionné la définition d'une solution fondée sur la nature. Je ne vais pas reprendre ce que Sarah a expliqué à l'instant, hein. On s'est évidemment appuyé sur la définition de l'Union internationale de la conservation de la nature, avec donc ce schéma qui met en rapport en fait trois éléments, trois critères sur les huit, hein, que nous avons fait ressortir dans l'approche méthodologique. Donc ça, c'est un message fort qu'on a passé à l'ensemble des porteurs de projets. C'est qu'avant tout, l'ASFN, elle apporte des solutions à un défi de société, à une crise ou à un besoin essentiel de la population. L'idée n'est pas de partir sur des solutions de type boîte à outils, c'est vraiment de repartir avant tout d'un défi et de se poser à chaque fois la question de quel est le défi ou quels sont les défis auxquels on doit répondre dans ce secteur sur lequel on intervient dans le tissu urbain. Ensuite, l'ASFN s'appuie évidemment sur un ou des services écosystémiques ou des services rendus par la nature. Ça, c'est un volet qui est de plus en plus connu par les concepteurs, les urbanistes, les architectes, s'appuie de mieux en mieux sur les services écosystémiques. Mais c'est un aspect essentiel de la démarche, hein, que ça soit des services d'approvisionnement, de régulation, des services de niveau socio-culturel ou des services support, c'est-à-dire les services de soutien rendus par la nature, donc au niveau des grands cycles bio-géochimiques. Et puis, l'effet miroir, et c'est la troisième composante fondamentale, c'est d'offrir une possibilité à la nature de se maintenir ou de se développer, que l'on soit, hein, dans des écosystèmes naturels ou semi-naturels, préservés, régénérés ou créés d'ailleurs, hein, on est toujours dans cette diversité de contextes, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette plus-value pour la biodiversité. Et c'est de fait une attente qu'on exprime vis-à-vis des porteurs de projets, de démontrer systématiquement cette plus-value environnementale. Premier, je ne vais pas développer, hein, les services écosystémiques, c'est relativement connu. Par contre, répondre à un défi de société, ça c'est un élément, comme je disais, qui est fondateur et qui nécessite de bien se poser en fait au moment où on commence à réfléchir sous l'angle de la démarche SFN. Donc, on a un certain nombre de défis, hein, qui correspondent à ceux de l'UICN et qu'on va demander de contextualiser à l'échelle du projet d'aménagement. Donc, vous voyez que ça donne une diversité de défis. Ici, on a une pré-liste, hein, on a pu identifier déjà un certain nombre d'entre eux, mais c'est pas exhaustif et chaque projet doit faire le travail d'identification. Donc, on pense évidemment et naturellement à l'enjeu de la perte de biodiversité, comment dans chaque projet, dans chaque contexte, on va réussir à renaturer et à avoir cette régénération. On a effectivement tous les défis qui sont liés en fait à ces questions de régulation notamment, hein, l'exposition aux risques, tous les aléas, comment on les prend en compte, que ce soit l'inondation, les pics de chaleur, voire même des sujets comme l'inconfort estival par exemple, hein, qu'on constate de plus en plus dans le logement. Ça, c'est voilà, évidemment des défis auxquels on va spontanément penser. On va aussi penser à résoudre des sujets de pollution de sol, de besoins énergétiques, etc., des sujets de ressources, comment on se garantit d'avoir une eau de consommation de qualité à l'échelle de secteurs urbains. Euh, et on a aussi des sujets qui vont être plus d'ordre socio-culturel. Je prends simplement l'exemple du déficit d'accès et d'expérience de nature. À l'échelle d'un projet, ça peut aussi être un vrai défi. Ça dépend un petit peu du type de projet, mais on vous illustrera tout à l'heure à travers le cas, par exemple, de la revégétalisation d'une cour d'école. Dans ce type de projet, c'est vraiment un défi de taille, puisqu'on a aujourd'hui des petits urbains qui vont être déconnectés de la biodiversité et s'en suivent un certain nombre de, de préoccupations physiques, sanitaires, psychologiques, d'où l'importance aussi de travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'être exhaustive dans cette liste, hein, c'est vraiment de vous dire qu'effectivement, dans chaque type de projet, c'est propice à développer une réflexion solution fondée sur la nature.
et ce, quelles que soient les compétences. On le verra encore à travers les illustrations, mais on peut s'adresser par exemple à des thématiques comme les transports et la mobilité. On vous montrera l'exemple d'un dépôt de bus qu'on a pu analyser et challenger, on va dire, sous l'angle des SFN. Mais ça pourrait concerner le secteur de la petite enfance, ça peut concerner évidemment la mise en application de la GEMAPI ou voilà un tas d'autres sujets avec un dosage qui va être différent et propre à chaque projet. Deuxième focus, donc on l'a dit, une ESFN ne l'est que si elle produit des bénéfices pour la biodiversité. Donc c'est vraiment au fondement de la définition, sinon on n'est pas dans une ESFN. L'idée, c'est de générer ce fameux gain de biodiversité et d'être vraiment dans un aménagement régénératif. Donc, on voit par exemple ici, hein, sur cet exemple à Anvers, à quel point on peut améliorer en fait d'un point de vue des services écosystémiques rendus par la nature euh, dans un tissu urbain assez dense, hein. Donc, on a ici une végétalisation qui introduit différents strates végétales, qui permet à la fois d'adresser des questions d'îlots de chaleur urbain, donc de rafraîchir la ville, qui permet de retrouver une certaine perméabilité des sols, donc de s'adresser aussi à cette question de la gestion des risques liés aux inondations. Donc voilà, on voit bien effectivement la part que la nature rend comme service aux humains. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre aménagement est suffisamment généreux en termes de services rendus à la biodiversité? Et effectivement, les études montrent aujourd'hui que quand on travaille, par exemple, à l'échelle des pieds d'arbres dans une ville ou à l'échelle de petits espaces urbains connectés, ben, on va avoir des incidences aussi positives, notamment vis-à-vis des insectes, par exemple, hein, des pollinisateurs. Avec des aménagements comme celui-ci, on peut augmenter de manière significative la présence des insectes en ville, mais on peut aussi améliorer pour la vie faune. Voilà, donc même sur des micro-interventions, on a des bénéfices qui peuvent être apportés, qui dépendent évidemment à chaque fois de l'échelle du projet et des leviers qu'on va pouvoir activer. Je passe le relais à Rémi Dugoujon. Merci Frédéric, bonjour à tous. Du coup, ce schéma est censé incarner cette logique de plus-value en matière de biodiversité. Alors, il y a d'autres modèles qui existent par ailleurs. Celui-ci a été produit par Indigo pour Bordeaux Métropole, mais on retrouve des équivalences chez d'autres acteurs, notamment le CEREMA. Ce qui est important dans ce schéma, c'est qu'il décrit la logique éviter, réduire, compenser telle qu'elle doit s'appliquer. Donc, à partir d'un impact potentiel appelé brut d'un projet, on va d'abord chercher à éviter les impacts. Une fois qu'on a passé toutes les solutions d'évitement, on va rentrer dans une recherche de réduction de l'impact. Et une fois qu'on arrive au stade des impacts résiduels, après évitement et réduction des impacts, on génère des besoins compensatoires. Cette séquence, quoi qu'il arrive, elle continuera à exister du moment que le projet aura un impact potentiellement négatif sur la biodiversité. Ce que dit la démarche SFN, c'est que d'une part, on peut aller plus loin au-delà de la compensation en allant chercher un gain net de biodiversité. La compensation étant censée permettre d'atteindre l'équivalence écologique, c'est-à-dire la reconstitution équivalente, parfois, on va dire, augmentée par un coefficient spécifique à certains milieux, du milieu naturel et des espèces détruites à la base. Le Ganet, lui, amène à l'idée d'aller plus loin et d'aller chercher un bénéfice. Ce qui est intéressant avec la démarche SFN, c'est que même un projet qui ne génère pas d'impact, dans un contexte très imperméabilisé, très minéralisé, on suggère, on propose en tout cas, d'aller chercher aussi cette notion de gain net de biodiversité. D'où la cohabitation de ces deux cas sur le schéma. Le cas numéro un d'un projet qui ne génère pas d'impact négatif sur la biodiversité et le cas numéro 2 d'un projet qui génère un impact négatif. On a deux sciences, on va dire, qui cohabitent dans ces logiques-là. On a d'abord le génie conservatoire, c'est-à-dire la capacité
à épargner et à protéger les milieux naturels. Donc, bien connu dans le milieu, par exemple, de la protection des grands espaces naturels, d'acteurs comme les parcs naturels régionaux ou tous les gestionnaires de sites Natura 2000 et qui ont une mission d'accueil du public et qui savent bien comment gérer et conserver le milieu tout en garantissant une vocation d'accueil. Et on a le génie écologique, le génie de la restauration, qui lui vise à former, restaurer, créer des écosystèmes à partir d'une base plus ou moins stérile qui est un domaine complémentaire, on va dire, du génie conservatoire, et qui constitue bien les deux pôles de compétences d'un écologue aujourd'hui. Compétences qui, par ailleurs, ce que révèle aussi la démarche qu'on a pu mener auprès de Bordeaux Métropole, quel que soit le contexte et quelle que soit la nature du projet, est une compétence qui se révèle inévitable aujourd'hui dans un projet d'aménagement. Donc, on a pu mettre à l'épreuve un petit peu ces grands principes, hein, ces trois critères de qualification d'une SFN dans différents contextes urbains. Ça a été pour nous aussi une manière de challenger hein, la démarche, la notion, hein, au-delà des grands éléments de définition. Donc, on s'est posé plein de questions. Où commence et où s'arrête une SFN? Si on cherche à cocher les trois cases de ces critères, défis de société, services écosystémiques et services rendus à la nature. Il en ressort un catalogue un catalogue d'expériences assez varié. Vous en avez quatre ici. Sur les quatre que vous avez à l'écran, on peut, d'une manière plus ou moins, on va dire, évidente, justifier qu'on est dans une démarche SFN. Une voie de tramway végétalisée, vous remarquerez que les abords de la voie de tram sont valorisés pour mettre en place des strates herbacées fleuries et vivaces. On est dans une démarche qui est intéressante au regard de la démarche SFN, puisqu'on a un bénéfice paysager, un bénéfice hydraulique. On répond au défi de société qui est d'améliorer le cadre de vie, de développer les transports en commun et on a un impact intéressant sur la biodiversité. Peut-être de manière plus évidente, les deux images de droite, la toiture végétalisée d'un groupe scolaire avec une végétalisation qui est volontairement orientée vers un milieu qui devient spontané. Et donc qui rend des services à la nature et en milieu scolaire avec un bénéfice évident en termes de pédagogie. Bassin de gestion des eaux pluviales, ça a été abordé par Sarah tout à l'heure. La question des eaux pluviales et de la géomapie en général est un domaine qui se prête très très bien à la mise en place de démarches de solutions fondées sur la nature. Donc là, on a un bénéfice évident paysager pour l'homme, naturel pour la biodiversité, avec des défis multiples remplis par des ouvrages comme celui-là, hein, en termes de confort pour les habitants, mais aussi de rétention d'eau. Et puis quelque chose qui questionne un petit peu plus la notion d'SFN en bas à gauche, celui du maraîchage urbain où là, on peut émettre des doutes sur la notion de SFN avec une zone d'ombre qui est celle du service rendu à la nature. Le maraîchage urbain peut être une solution du moment qu'il est conçu et qu'il est géré de manière aussi à répondre aux besoins de la biodiversité et pas uniquement aux besoins des bénéficiaires de la production agricole. Donc pour essayer de vous faire entrer dans cet exercice un petit peu, on vous propose un petit temps interactif dans ce webinaire. Vous avez un onglet de chat. Je vais vous présenter deux images et je propose aux participants de nous dire simplement si c'est pour eux une SFN ou si ce n'est pas une SFN, en essayant de rentrer dans l'exercice de est-ce qu'on est bien sur un service écosystémique, est-ce qu'on répond à un défi de société et est-ce qu'on rend un service à la biodiversité. Donc le premier de ces exemples, c'est celui-ci, c'est ce qu'on peut appeler un îlot d'ensauvagement. Pour ceux qui connaissent, il s'agit du square Mabon sur l'île de Nantes. Est-ce que, donc, selon vous, on est face à une SFN ou pas? Il faut tout simplement répondre SFN, pas SFN. Je vous laisse libre de répondre dans le chat comme vous le souhaitez. Je vous laisse peut-être une petite minute de réflexion. Ok, alors on a une écrasante majorité de participants qui considèrent qu'on est face à une SFN. Euh, D'autres qui affirment à l'inverse que ce n'est pas une SFN. Alors, si on devait nous formuler une réponse à cette question, on dirait que premièrement, on est dans un milieu qui rend un service assez clair à la biodiversité, euh,
avec une surface qui est quand même assez importante, d'un espace un peu ruderal, avec des arbres de haute tige qui ont une cinquantaine d'années, voire plus pour certains, et puis un milieu qui se développe de manière spontanée et qui accueille d'espèces. J'ai pas en tête les derniers inventaires qui ont pu être faits sur ce milieu-là, mais pour le connaître et y passer de temps en temps, je peux vous dire qu'il y a du bruit. Il y a des oiseaux, il y a des chiroptères, il y a des insectes, il y a des petits mammifères. On est en contact quasiment direct avec la Loire. Il y a des vrais échanges, on va dire, qui ont lieu avec la ripisylve de la Loire et cet espace-là. Donc, ce critère est rempli. Le deuxième, est-ce qu'on relève un défi de société? Euh, Peut-être celui qui est le plus à questionner, d'ailleurs. Alors, est-ce que le contact avec un espace de nature comme celui-là n'est pas en soi un défi de société? C'est la question de l'éveil et du contact avec la nature. L'info que vous n'avez pas volontairement, que j'ai pas mise ici, c'est que c'est un site qui est accessible. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de pénétrer dans cet espace-là, il y a des bancs, il y a une promenade, et donc on a un côté immersif, et on crée un îlot de fraîcheur, un îlot de repos et un lieu d'immersion dans la nature. Trois défis différents de société, mais qui sont relevés par ce lieu-là. Quant au service écosystémique, bon, mais là, il est évident, en fait, c'est la présence d'une nature un peu foisonnante, on va dire, et d'une notion de succession écologique qui incarne la notion de service rendu par la nature. Euh, donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que je vous propose est celui-ci. Je vous laisse une nouvelle petite minute de réflexion pour nous dire si, selon vous, il s'agit d'une SFN ou non. Alors là, visiblement, je pense qu'on est dans la situation inverse. Donc, il est assez clair pour tout le monde que ce n'est pas une SFN, sauf si fleur pollinisatrice, effectivement, il peut y avoir des saufs quand même. Et on sent que on a envie en fait de se dire, est-ce que vraiment c'est une SFN ou pas? Enfin, c'est un peu comme ça que nous on a abordé le sujet. Pour la petite histoire, c'est un exemple qui nous a suivis pendant les 3 ans et demi de mission auprès de Bordeaux Métropole, qui nous a beaucoup fait sourire et à laquelle on revenait souvent en fait pour pour caricaturer les choses. Moi, personnellement, j'en ressors avec une réponse qui serait comme la vôtre. Non, ce n'est pas une SFN, mais je mettrais quand même des mais. Le premier mais, c'est que si cette solution est généralisée à l'échelle de l'ensemble des abribus d'une ville, on commence à avoir un effet de masse. Si la végétation qui est prévue est en effet pollinisatrice et intéressante pour une certaine forme de biodiversité, on augmente encore plus cet effet de masse. Ça, c'est pour le service rendu à la nature. Il y a d'autres solutions. On n'est pas dans une approche comparative avec d'autres solutions. On est dans une réflexion absolue. On regarde uniquement cette solution-là. Le défi de société. Bon, alors, est-ce que les abribus aujourd'hui sont générateurs d'un effet d'îlot de chaleur? Alors non, pas l'abribus vu tout seul. Mais à l'échelle de l'espace public, si c'est une solution, elle aussi, qui est démultipliée, elle participe modestement à la réduction de l'effet d'îlot de chaleur. Donc, pourquoi pas se dire qu'on relève ce défi-là? Le second est un défi qui est esthétique, un défi qui est presque artistique. Et en milieu urbain, on est bien aussi en besoin de s'adresser à des défis d'ordre socioculturel. Et donc, quelque part, le geste questionne. Il peut être cautionné, pas cautionné, mais en tout cas, il questionne. Et en ça, il rend aussi peut-être un service un petit peu différent, qui est un service éthique, moral, culturel. Euh, voilà, il y a toujours une manière, en tout cas, de challenger une solution qui fait appel au végétal. L'écologue que je suis rigole quand il voit ça, je ne vous le cache pas. Mais si je rentre dans un exercice de solution fondée sur la nature, j'ai envie de rentrer, d'aller plus loin euh, pour, euh, pour vraiment challenger la notion d'SFN. C'est vraiment le but de cet exemple-là. Donc aujourd'hui, nous, la manière dont on a d'appréhender la notion de SFN appliquée au domaine de l'aménagement consiste à conceptualiser un petit peu à conceptualiser le concept. Ça tombe bien, c'est un concept. Donc du coup, vu qu'au cœur de la démarche SFN, nous avons les services écosystémiques, on a décidé nous d'articuler euh, le référentiel SFN qu'on a construit pour Bordeaux Métropole sur la base de ces quatre catégories de services écosystémiques.
parce qu'elles permettent d'articuler toutes les notions relatives à la démarche SFN. Donc, dans un projet qui adopte une démarche d'intégration des solutions Fondation Nature, on lui propose de répondre à quatre axes d'ambition. Un projet qui se doit d'être symbiotique, c'est-à-dire un projet qui fait de la place au vivant. Donc, on retrouve là la notion de service rendu à la nature et la notion de service écosystémique support, qui sont un peu les mêmes, qui sont des notions qui se conjuguent dans la démarche SFN. Le projet se doit d'être réactif, donc, en intégrant des services de régulation rendus par la nature et en générant des mécanismes de régulation des flux, des nuisances et des risques. Le projet se doit d'être fertile. Là aussi, on revient sur une notion de solution de gain de biodiversité, de services rendus à la nature, mais on active aussi la notion de production et d'approvisionnement. Les services écosystémiques d'approvisionnement sont des services qui ont leur place dans une réflexion urbaine. Et ensuite, le projet se doit d'être biophile. La notion de biophilie qui apparaît de plus en plus dans, euh, dans le vocabulaire de l'aménagement, qui n'est pas évidente en fait à traduire par les faits, mais qui en fait pour nous consiste simplement à créer du lien entre l'usager et la nature. J'ai parlé tout à l'heure du côté immersif d'un îlot d'ensauvagement. On est dans un réflexe biophile. L'idée, c'est vraiment que les usages, les usagers, les comportements puissent individuellement ou collectivement profiter d'un espace de nature ou d'un contact avec la nature, à quel qu'il soit. Donc, ce sont ces quatre catégories-là de services rendus qui permettent, présentés comme tels, d'engager un projet dans une réflexion SFN. Tout ça mérite derrière du coup de faire un diagnostic des défis que le projet, auquel le projet va devoir répondre. Donc il y a un travail après de projet assez classique, à diagnostic, réflexion, conception, etc. Ça, la partie qu'on ne peut pas présenter aujourd'hui, mais qui est constitutive du guide d'accompagnement qu'on a construit pour Bordeaux Métropole, où sur la base de ce schéma, on déroule pour chaque type de projet, pour chaque axe, les, euh, les, euh, les, euh, les pratiques de diagnostic, les pratiques de programmation, les pratiques de conception dans le cadre d'un projet d'aménagement qui sont à mettre en place. On retrouve donc du coup dans une logique de projet la manière dont chacune de ces préoccupations, chacun de ces axes de la démarche SFN va être plus ou moins activé aux différentes étapes d'un projet. Il y a des choses qui se passent très tôt dans le projet, qu'il faut prendre en compte très tôt pour pouvoir après derrière les décliner jusqu'à la réalisation et l'exploitation du projet. Et puis il y a des sujets qui vont commencer à émerger une fois qu'on va rentrer dans certains détails de conception. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire que euh, chaque projet, forcément, est unique, chaque projet a ses caractéristiques, et surtout, chaque projet a une durée de vie et des étapes clés, on va dire, de sa mise en œuvre. Et pour accompagner les porteurs de projets dans la mise en place d'une démarche SFN, on a souhaité aussi réfléchir par étape de projet. Et donc là, on a une vision un peu graphique des choses, où on voit pour les différents axes présentés et les différentes préoccupations ou sous-sujets, on va dire, de chacun des axes, on voit des étapes où tous les sujets s'activent, des étapes où seuls certains aspects des sujets vont votre des vraies préoccupations de projet. Donc les expérimentations qu'on vous présentera dans la deuxième partie du webinaire et qui sont des témoignages de comment décliner la démarche SFN, s'appuie sur donc cette logique d'échelle temporelle. On a la démarche SFN a vocation à s'appliquer à toutes les étapes de projet, du pré-projet à l'exploitation. On pourrait même mettre avant le pré-projet, qui est plutôt l'étape des études préalables, on pourrait mettre de la planification aussi, qui est une étape que nous n'avons pas explorée dans le cadre de la mission d'accompagnement auprès de Bordeaux Métropole. Mais la planification est une étape qui se prête aussi à une réflexion en matière de SFN. Et puis, on a plusieurs échelles spatiales aussi d'application de la démarche SFN. On peut aller de toutes petites unités comme une placette, une cour d'école, à des très grandes unités comme celles qu'on a pu nous expérimenter pour Bordeaux Métropole sur toute la rive droite de la métropole. Donc, à cheval sur plusieurs communes et sur un ensemble urbain de plusieurs dizaines d'hectares. À chaque fois, il y a je reviens sur la diapo d'avant, il va y avoir un graphique spécifique pour chaque périmètre et donc une attention prêtée spécifique
en fonction des défis qui s'imposent au site. Et donc, c'est des choses qu'on illustrera dans la suite de la présentation. Mais bien d'avoir en tête que on peut aborder les SFN à toutes les étapes du projet et à différentes échelles spatiales de projet. Je vais passer la parole à Hélène Dourneau qui va nous donner un petit peu son retour sur les freins et les réussites de la démarche telles qu'elle, elle a pu les observer dans le cadre de l'étude qu'on a pu mener auprès de Bordeaux Métropole. Hélène, je te passe la parole. Oui, merci. Voilà, du coup, donc les retours donc de la part de moi qui ai piloté l'accord cadre et de la part des bénéficiaires de l'accord cadre, c'est-à-dire mes collègues qui, sur la base du volontariat, donc, ont expérimenté la méthode qui a été mise en place par Indigo. Alors en ce qui me concerne moi, donc sur le plan du pilotage, alors c'est vrai qu'on a été au tout début, donc ça a commencé en 2019 en fait, hein, donc on a traversé la période du Covid, alors qu'on avait au départ pensé voilà, faire une grande phase de sensibilisation, voilà, de faire des ateliers avec les différents chefs de projet pour leur présenter la démarche, que personne ne savait ce que c'était à l'époque que les solutions fondées sur la nature. C'est vrai que ça a pas mal impacté notre travail. Après, le deuxième impact négatif, on va dire, c'est le fait précisément que la démarche n'ait pas été portée politiquement. Elle émanait en fait des services, hein. C'est nous, la direction de la nature, qui avions envie, dans le cadre de notre programme Live Biodiversité, enfin Live Biodiversité, pardon, enfin, Biodiversité, le programme de promotion de la biodiversité de la métropole, de tester des solutions fondées sur la nature. Mais du coup, on n'a pas pu, voilà, on a été sur la base du volontariat. Les chefs de projet donc, se saisissaient de la démarche parce qu'ils étaient intéressés, ils avaient envie de la tester, mais ils lui donnaient la place qu'ils avaient envie de lui donner. Bon, bah, si c'était trop contraignant à la fin, c'était à eux d'arbitrer sur ce qu'ils allaient conserver et ce qu'ils allaient pas conserver. Voilà. On a eu également des difficultés à circonscrire notre réflexion parce que on a affaire à une démarche très systémique où tout est lié. Et c'est vrai on a eu tendance à disperser, à vouloir tout intégrer. Et le problème, c'est qu'il fallait faire quelque chose qui soit malgré tout synthétique et facile d'usage pour des chefs de projet qui ne sont pas des écologues, qui sont des urbanistes. Et donc, voilà, ça a été quand même une gymnastique extrêmement compliquée pour arriver à ce guide. Voilà, c'est ce guide dont on est très, très fier parce que c'est un effort de synthétisation et d'organisation de la pensée qui est tout à fait considérable. Sur les réussites, toujours de mon point de vue, bah, c'est justement ce guide, hein, donc, qui a été produit, qui a le mérite d'exister. Donc un guide, une méthode, la seule méthode que je connaisse en tout cas, de mise en place de solutions fondées sur la nature à l'échelle d'un projet urbain et non pas à l'échelle d'une thématique voilà, d'adaptation. Donc ça, c'est ça qui fait la spécificité de notre démarche, je pense. Quelques belles réussites dont on a déjà parlé tout à l'heure, hein, voilà, de belles réussites véritablement. Et puis une première acculturation des chefs de projet concernés, alors encore une fois sur la base du volontariat, mais ils ont été acculturés à ce que sont les solutions fondées sur la nature et voilà, ça s'implémente petit à petit voilà, dans la culture des chefs de projet en aménagement. Du point de vue des chefs de projet, très rapidement, parmi les freins qu'on a pu constater, certains ont trouvé qu'il y avait une inadéquation entre les solutions proposées et le budget alloué. Alors ça, c'est plus lié à des problèmes d'organisation de l'équipe projet qui a changé en fait. Et du coup, ben, quand l'équipe projet du début n'était plus celle de la fin, et du coup, bah, ceux qui étaient en charge finalement de la mise en œuvre et de l'exploitation n'ont pas été associés au départ, c'était pas les bons. Du coup, forcément, il y a eu de la perte en ligne, d'où l'importance évidemment de créer des équipes projets tout à fait, enfin vraiment pertinentes du début à la fin, depuis la conception jusqu'à la mise en exploitation des solutions. Euh, la plus-value de la démarche n'apparaît pas de manière éclatante à des échelles toutes petites. J'appelle ça toutes petites, voilà, c'est-à-dire cours d'école, par exemple. C'est vrai qu'on se disait, bon, on a tendance à se dire spontanément, on n'a peut-être pas besoin de mettre en branle voilà, tout ce dispositif, tout ce guide très complet pour arriver à des solutions qui finalement sont simples. Donc, est-ce qu'il y a une question d'échelle? Probablement, en deçà de laquelle ça vaut peut-être pas la peine effectivement de lancer la procédure, quoi.
Et puis une démarche qui reste à rôder et à bien circonscrire, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la difficulté, voilà, la difficulté à poser des limites, comment on appelle ça, à emboîter les échelles aussi, notamment quand on a affaire pour le coup à une très très grande échelle comme celle de la plaine ripoite. Et puis parmi les réussites, selon ceux qui en ont profité, alors ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est que c'est une démarche qui intègre finalement quasiment toutes les problématiques urbaines. Donc, quand ils ont affaire à ce diagnostic, la première phase, hein, qui est la phase de diagnostic finalement, ça les aide à cocher toutes les cases finalement de toutes les questions à se poser dans le cadre d'un projet urbain. Il y a très peu de sujets finalement qui sont laissés à l'écart. Et donc, c'est un bon moyen de ne pas oublier des éléments de diagnostic essentiels finalement. Donc ça, pour eux, voilà, c'est intégrateur en plus de plein de politiques publiques qu'on leur demande d'appliquer sur le territoire des projets d'aménagement, que ce soit des espaces publics ou des aménagements de quartiers, voilà, de quartiers urbains. Donc pour eux, ça constitue quand même un atout, ce côté intégrateur. Et puis, c'est également, dans le cadre notamment d'une des expérimentations sur les dépôts de bus, la création d'un dépôt de bus sur Florac, une occasion de challenger les candidats. Donc, dans le cadre de ce marché de conception-réalisation, et du coup, ça a permis de donner à ce projet une plus-value tout à fait remarquable, en fait, hein. Donc, c'est aussi un moyen de sélectionner finalement les meilleurs candidats quand vous avez affaire à des projets comme ça de conception-réalisation, de sélectionner, voilà, de les challenger pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'excellence finalement. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Hélène. On vous propose de prendre peut-être deux, trois questions que vous pouvez nous noter donc dans questions et réponses. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître de Pauline Page dans l'onglet QR. Oui, une question, Hélène, sur comment vous utilisez ce guide aujourd'hui à Bordeaux Métropole en interne, ou est-ce qu'il y a une diffusion aux porteurs de projets localement? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, ça reste une question qu'on n'a pas encore, voilà, qu'on n'a pas encore tranchée. La question de la suite, effectivement, vous n'avez pas mis les diapositives sur la suite. Il y avait plusieurs possibilités, en fait. Euh, Ce qui est certain, alors les freins oui, ou les limites, on va dire, c'est que ce guide qui a le mérite d'exister, à notre sens, ne peut pas être appropriable par les chefs de projet sans accompagnement. Donc, du coup, ça nécessitait soit d'abandonner complètement la démarche, ce qui nous paraissait complètement dommage, parce que ça fait 4 ans qu'on avait investi dedans et que bah, c'est une démarche qui permet de répondre quand même à des problématiques qui sont portées politiquement de manière, enfin, voilà, de manière très importante par les élus de Bordeaux Métropole, que ce soit les questions de résilience, d'adaptation au changement climatique et de préservation et de restauration de la biodiversité. Euh, donc, soit on abandonnait, soit ça voulait dire qu'il fallait continuer à investir. Donc, soit selon le même, on va dire le même principe sur la base du volontariat, soit en allant un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'était quand même de ne pas se contenter de ce guide, mais de continuer d'avoir un accompagnement personnalisé, on va dire, à travers une AMO pour les chefs de projet. En tout cas, aujourd'hui, parce qu'à ce jour, les chefs de projet ne sont pas suffisamment acculturés aux solutions fondées sur la nature. Ceux qui ont participé à cette expérimentation maintenant savent ce que c'est, mais les autres, ils ne savent pas. Ils ne sont pas écologues, ils ont plein d'autres choses à gérer. Voilà, enfin, ils ne sont pas non plus spécialistes VRD, ils ne sont pas spécialistes, on ne peut pas leur demander de tout savoir. Donc ça ne suffit pas. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que euh, les chefs de projet et les urbanistes ne sont pas autonomes avec ce guide, quoi. Il faut continuer à les accompagner. L'intérêt de ce guide, c'est que, il a une première tome de sensibilisation, donc d'explication très précise de ce que sont les solutions fondées sur la nature et les différents enjeux. Et puis, un deuxième tome qui est
une explication pas à pas très précise de la démarche à suivre quand on est chef de projet, justement. À chaque étape du projet, un check-up de tout ce qu'il faut vérifier, de toutes les questions qu'il faut se poser, de tous les diagnostics, toutes les évaluations qu'il faut avoir faites. Donc ça permet de, voilà, de recenser, on va dire, les choses, mais c'est difficilement appropriable par le chef de projet tout seul, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Pour l'instant, c'est encore en pourparlers auprès de la hiérarchie sur ce qu'on va décider. Peut-être prendre une deuxième question. Par exemple, Frédéric nous pose la question de savoir quelle intégration privée et publique des acteurs. Je ne sais pas si Hélène, Rémi, qui souhaite répondre. Hélène, peut-être? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben déjà que c'est compliqué, au niveau opérationnel, hein, c'est déjà compliqué euh, de faire intégrer ce nouveau processus, cette nouvelle façon de travailler finalement au chef de projet en interne hein, qui aménage l'espace public. Euh, alors en plus, s'il faut travailler avec des privés, c'est encore plus compliqué. On l'a fait, on peut le faire à travers des clauses justement dans les cahiers des charges, voilà, là en l'occurrence de passation de marché, ça peut être aussi de cession de terrain. Euh, Pourquoi pas? D'ailleurs, parfois, les privés sont plus en avance, ça peut être plus facile effectivement de travailler avec eux. Mais bon, il y a ces deux échelles. Moi, déjà, je me dis, on balaye devant notre porte, on a beaucoup de choses à faire déjà en tant qu'acteur de l'aménagement à Bordeaux Métropole. C'est pas évident. Enfin, après, je sais que Indigo a fait tout un travail sur les différents acteurs, justement, parce qu'effectivement, les SFN, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place tout seul, hein. Peut-être, je laisse Rémi en parler ou Frédéric. Oui, tu as fait un, un bon résumé hein, de la posture qu'on peut avoir. Dans tous les cas, les guides sont conçus pour intégrer aussi les privés hein, dans la démarche. Donc, effectivement, il y a différents moyens, que ce soit à travers des prescriptions, un encadrement réglementaire qui peut se faire ou dans la démarche partenariale, tout simplement. Ça peut se mettre en place. Après, c'est vraiment, je dirais, à l'épreuve du temps qu'on pourra le déployer et mettre en place une forme de partenariat plus abouti. Aujourd'hui, c'est déjà la collectivité qui s'est saisie du sujet, qui diffuse à travers ses chefs de projet, à travers les équipes de concepteurs également qui travaillent sur les projets. Progressivement, il faudra que la gouvernance de cette démarche puisse s'élargir. Mais ça, effectivement, c'est des étapes de consolidation ultérieures. C'est la démarche SFN, on le voit, elle porte une certaine transversalité qui n'est pas évidente à s'approprier à la base. Donc effectivement, il faut prendre le temps et s'aimer au fil du temps. Donc, en tout cas, elle a bien vocation à s'adresser autant au public qu'au privé, tout en faisant avec le temps et les outils progressivement. Je réponds très rapidement à une dernière question, puis je vous propose ensuite qu'on rentre dans des exemples. Donc, une question rapide sur est-ce que ce diagnostic s'intègre aux démarches environnementales dans le bâtiment, donc avec citation de BREEAM, HQE, Biodiversity, etc. Alors, l'idée, c'est pas de se substituer à d'autres démarches qui peuvent être plus ciblées. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple du référentiel espace public ou d'autres démarches portées par la métropole de Bordeaux. En fait, on n'est pas dans un référentiel où il faut forcément cocher des cases. L'idée, c'est qu'on est plus dans une démarche de projet. Et cette démarche de projet, elle s'emboîte avec ce qui peut se passer à l'échelle du bâtiment. Comme le disait Rémi tout à l'heure, hein, il y a différentes temporalités, différents sujets qui émergent selon qu'on est plus ou moins en amont ou en aval dans le projet. Plus on va être en amont et plus on va identifier ce qui sera pertinent à l'échelle du bâtiment, par exemple, et se dire, bah oui, ça vaut le coup vraiment de mettre la barre haute sur certains aspects à travers une démarche HQE ou BREEAM. On pourra mieux cadrer justement les attentes de ces démarches environnementales. Et évidemment, Biodiversity à l'échelle du quartier, Biodiversity Ready, c'est très pertinent en prolongement d'une démarche SFN.
parce qu'on va avoir des indicateurs et des objectifs qui permettront de mettre la barre assez haute, hein. C'est un référentiel qui est vraiment intéressant du point de vue de la biodiversité. Donc voilà pour une réponse rapide. Quant aux autres questions, ben, on vous répondra par la suite, hein, par écrit. Vous aurez tous des réponses à vos questions. Je vous propose qu'on passe donc à la deuxième partie de notre présentation, qui est maintenant plus appliquée, avec un certain nombre donc d'échelles de projet. On va vous présenter nos travaux. On va par exemple aller à l'échelle d'une opération d'aménagement, le projet Bacalan, et on va aller également à l'échelle du projet de dépôt de bus de Floirac pour montrer un petit peu comment ça se travaille à la parcelle et à l'échelle d'un équipement où spontanément on ne penserait pas forcément SFN sur un dépôt de bus. Et puis on vous présentera également des travaux sur une cour d'école à Bègle, et donc ça, c'est pour la partie en secteur urbain. Et ensuite, on redonnera la parole à Sarah, qui nous illustrera en fait ce qu'on peut faire également en territoire rural et qui évoquera le sujet de la haie. Donc je redonne la parole à Rémi. Oui, merci Frédéric. Donc, on va passer assez brièvement sur ces exemples qui, en eux-mêmes, mériteraient des webinaires à part entière. Mais pour évoquer un petit peu, pour mettre des images et des réalités derrière la démarche, donc sur le dépôt de bus de Florac, troisième dépôt de bus de l'agglomération bordelaise, ce dépôt de bus est prévu au sein d'une ZAC qui bénéficie déjà d'une étude d'un cadrage urbain, hein, des fiches de l'eau, une étude de programmation, un cahier de prescription, etc. Donc on arrive dans un contexte déjà, on va dire, de cadrage des ambitions, sur un site qui présente une certaine naturalité, en partie en friche, en partie en zone humide, à proximité immédiate, voire en contact presque immédiat avec la Garonne. Voilà, un lieu qui, au-delà de l'objet dépôt de bus, déjà en soi, était intéressant en termes de d'état initial et de contexte. On est sur un projet qui fait environ 8 hectares, donc quand même une parcelle enfin assez importante. Et donc, avec une commande, un programme de dépôt de bus que nous, on est venu un petit peu compléter. On est arrivé dans la mission et dans l'expérimentation au moment de la publicité du marché de maîtrise d'œuvre, donc assez tôt. Ce qui nous a permis aussi d'avoir le temps de compléter le programme et donc de nommer en tout cas des éléments de programmation qui étaient soumis à la réflexion des équipes de maîtrise d'œuvre dans le domaine des SFN. On a pu pousser notamment des éléments de programme en lien avec la gestion de l'eau. On a poussé des éléments de programme en lien avec le confort des chauffeurs de bus et des usagers du site, puisque c'est aussi un lieu où, entre deux tournées, certains chauffeurs peuvent passer plusieurs heures. Donc, il y avait une demande déjà exprimée d'espace de repos que nous, on est venu compléter avec une approche SFN. Et donc, après, on a accompagné petit à petit le projet jusqu'à participer aux commissions d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc, on a rempli les différentes pièces du marché et on a mis à l'épreuve, donc, du coup, de l'écriture d'un marché de maîtrise d'œuvre, d'un marché public, hein. Je ne sais plus si c'était un PGP ou si c'était un marché plus classique. Mais en tout cas, on a pu donc réfléchir, nous, à comment introduire des clauses SFN dans un CCAP, dans la description des missions de maîtrise d'œuvre, dans le règlement de la consultation. Qu'est-ce qui est attendu au moment de la remise des offres? On était sur une attribution en une seule étape, donc pas de dialogue compétitif. Pas de séance de négociation. Donc, il fallait que dès le début, il y ait explicitation de la stratégie SFN qu'adoptait la maîtrise d'œuvre. Il a fallu enrichir les pièces de la consultation, notamment le programme, avec des éléments de pédagogie sur les SFN pour accompagner les maîtrises d'œuvre dans l'exercice de l'esquisse, qui était le niveau de rendu au stade du concours. On avait remis la fiche de l'eau en perspective avec la démarche SFN pour expliquer comment, à partir de la réglementation de la ZAC et des prescriptions environnementales, on demandait à aller plus loin aussi dans la réflexion. Donc, il y a eu un gros travail d'écriture de pièces.
On a illustré, nous, les attendus aussi, vers quel type de solutions on les incitait à aller, en tout cas en termes de réflexion. Donc ça passe beaucoup par l'image. Vous voyez ici, par exemple, pour faire un nouveau clin d'œil à nos fameux dépôts de bus qui nous ont suivis vraiment jusqu'au bout, on commence là à avoir des choses qui peut-être commencent à être intéressantes d'un point de vue de la biodiversité. Ça reste peut-être un geste anecdotique et secondaire par rapport à d'autres solutions fondées sur la nature en milieu urbain, mais on travaillait sur un concours pour la construction d'un dépôt de bus. Donc la question de la couverture des véhicules s'est posée. Euh, Tout ça a amené au bout à trois propositions, puisqu'il y avait trois équipes retenues pour formuler une offre, hein, qui a été étonnamment de très bonne qualité sur le plan architectural et paysager, et avec une équipe en particulier qui avait vraiment posé un argumentaire SFN assez fort. Et les résultats obtenus au stade de l'esquisse étaient, euh, étaient tous hyper intéressants. Donc cette démarche, elle va se poursuivre normalement, elle se poursuit dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre avec des dispositifs d'animation et d'accompagnement à l'appropriation des SFN qui étaient proposés auprès de la maîtrise d'œuvre, ce qui était inscrit dans le règlement de la consultation et dans les pièces de la consultation. Et donc cet accompagnement aujourd'hui, il est assuré par Bordeaux Métropole, mais il pourrait être assuré par une AMO comme Hélène l'expliquait tout à l'heure, hein, dans le cadre des retours qu'elle a pu nous faire sur l'expérimentation. Autre périmètre, autre étape de projet, autre défi de société, autre questionnement. On est sur le territoire de la ville de Pessac. Aujourd'hui, une ville qui ne dispose plus que de quelques surfaces d'extension potentielle d'urbanisation, ou on va dire de densification de l'urbanisation, avec en particulier le quartier Bacalan, qui aujourd'hui est un quartier en frange urbaine, en contact avec un espace forestier qui accueille des vignobles, enfin un château en particulier, une ferme pédagogique, une ferme maraîchère pédagogique. Et comme vous pouvez le voir dans le rond rouge sur la gauche, un tissu bâti assez éclaté, plutôt de la maison individuelle, donc avec euh, vraiment une démarche de planification qui n'a pas été tenue en fait par la collectivité, donc avec un développement de l'urbanisme qui s'est fait de manière un peu désordonnée, mais une attention qui est prêtée aujourd'hui par la mairie de Pessac et par Bordeaux Métropole sur ce site. Et donc on arrive nous sur un travail de réflexion préalable sur la trajectoire d'aménagement que doit adopter la collectivité sur ce site, et en complémentarité avec un travail qui avait été engagé par l'agence d'urbanisme de Bordeaux, un travail de diagnostic et de prospective foncière pour voir ce que pouvait devenir ce site-là. Donc nous, la démarche ACFN a, co- a- a consisté à révéler, on va dire, les défis que présentait ce site, en quoi il rendait déjà des services écosystémiques. Euh, En quoi ces services écosystémiques, pourquoi ils devaient être préservés, à qui ils s'adressaient? Est-ce qu'on s'adresse uniquement aux habitants du secteur? Est-ce qu'il n'y a pas un rayonnement qui va au-delà du site en lui-même en termes de services rendus à la population? Et donc, on a proposé, pour prolonger la réflexion qui avait été entamée par l'agence d'urbanisme, à la ville de Pessac, deux scénarios qui étaient vraiment très orientés sur les solutions fondées sur la nature. On a volontairement mis un gros accent sur les SFN pour questionner le devenir de ce site. Et on a développé deux scénarios. Un quartier habité fondé sur la nature. Donc, on a appuyé sur l'orientation plutôt densification et on va dire urbanisation de ce secteur-là. Il y a un scénario un peu opposé, qui se veut opposé, avec plutôt un accent donné sur la régénération des terres, les services d'approvisionnement agricole, le service rendu à la nature, donc un quartier plutôt un agro-quartier qui maintenait les habitations en place, mais qui ne développait que très peu de possibilités de développement de l'urbanisation. Donc, on a travaillé sur des visuels assez simples. Ici, on a une faisabilité de densification dans laquelle on vient quand même respecter des milieux naturels,
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on cible, nous, les secteurs qui aujourd'hui sont propices à des services écosystémiques en l'état actuel ou via des opérations de restauration. Et vu qu'on est dans une logique de quartier habité, on y associe des usages et des fonctions, des services rendus à la population, qui sont autant d'éléments, d'objets de programmation urbaine, qui derrière peuvent donner lieu à des projets. Ça permet de poser un scénario dont le but est de trouver une traduction sous une forme, par exemple, d'OAP dans un PLU. Deuxième scénario, lui, révèle plutôt des potentiels agroécologiques, des lieux qui ont des potentiels de développement de production agricole et des secteurs qui sont aussi pertinents à mettre dans une démarche de restauration des milieux naturels parce que aujourd'hui dégradés, mais en capacité de retrouver des fonctionnalités écologiques. Et donc là aussi, l'idée étant quand même de maintenir un certain accueil, on appuie sur les services socioculturels et les usages qu'on peut associer avec un quartier de ce type-là, autour des fonctions agricoles et écosystémiques, avec tout ce qui est autour du loisir, mais aussi tout ce qui est autour de la recherche, de la pédagogie et de la participation du public à des projets agricoles. Là aussi, l'illustration a été un élément fort en fait de notre travail. Donc l'idée, ça a été aussi de véhiculer des images auprès des élus pour que il puisse y avoir un positionnement ou en tout cas un dosage des différentes vocations potentielles de ce quartier au regard de ce que la démarche SFN révèle comme intérêt. Frédéric, je te laisse la parole sur l'école Langevin. Oui, merci Rémi. Donc un troisième et dernier exemple donc sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc c'est un projet donc de nouveau on replonge à l'échelle de la parcelle et du bâtiment avec donc sur la commune de Bègle un établissement maternel et primaire qui avait besoin effectivement d'être végétalisé au niveau de la cour d'école. Donc la démarche est partie en fait d'une démarche politique hein, très forte avec des élus locaux qui avaient une conscience importante des enjeux en termes d'adaptation au changement climatique notamment. C'était vraiment un sujet fort pour eux et ils ont d'emblée positionné le sujet comme une cour d'école résiliente et ne pas seulement s'arrêter au sujet de la végétalisation. Donc l'approche solution fondée sur la nature leur a évidemment tout de suite parlé, puisqu'on était dans une approche de service rendu aussi à la nature, qui pour eux était assez évidente. Donc un contexte très favorable. Dans les objectifs qui avaient été exprimés, bah, l'idée c'était de partir de ce qu'on a classiquement dans une cour d'école, hein, un état initial très pauvre avec un enrobé et puis des arbres qui souffrent effectivement d'avoir des fosses très restreintes, un petit peu rabougries. C'est un petit peu le classique quand on part dans des démarches de type cours oasis, par exemple. Euh, le souhait était vraiment de développer la résilience face au changement climatique, puisque sur cet établissement, il y avait également un sujet de confort climatique dans le bâtiment, qu'on voit donc là sur la photo, qui est effectivement un bâtiment métallique avec une conception avec très peu de protection solaire et donc des surchauffes très fortes à partir de l'été. Donc ça a été aussi une très forte demande de la part de l'équipe enseignante de pouvoir s'atteler à ce sujet-là. Et les sujets sociétaux sont évidemment aussi venus s'inviter, hein, puisque la mixité des usages, s'adapter aux besoins de l'enfant, l'égalité entre les garçons et les filles dans la cour, promouvoir la place de tous les jeux et pas seulement du football pour le citer, voilà, élargir les différentes possibilités d'usage a vraiment été aussi fondateur dans les attentes. Sur cette démarche, on a eu la chance d'expérimenter en lien avec les usagers. Donc, on vous montrera juste après une petite vidéo qui explique justement comment a été conduite cette démarche collective. Donc, ça a été vraiment pour nous l'occasion de mettre un petit peu l'approche SFN à l'épreuve du feu des usagers et d'usagers qui ne sont pas forcément sachants. Donc, on a eu un vrai effort, un vrai travail de vulgarisation pour que même les enfants puissent contribuer et analyser bah, finalement dans ce que je réfléchis là, dans ce que je trouve intéressant, qu'est-ce que ça rend comme service à la nature? Voilà, donc on a eu vraiment toute une méthode adaptée aussi là-dessus. Et donc nous sommes intervenus au moment de la phase programmation. Donc vous avez ici le plan guide que nous avons pu déterminer suite à la concertation.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de son commentaire. Si on devait faire la différence par rapport à une démarche de végétalisation de cours d'école un peu classique, je dirais que on a eu un travail assez approfondi, par exemple sur la gestion de la topographie. Donc là, vous voyez qu'il y a des systèmes d'îlots végétalisés, par exemple. En fait, ces îlots, ils sont un petit peu en relief pour permettre justement d'avoir différents types d'expositions aussi pour les plantes et du coup diversifier un petit peu nos faciès écologiques. On a également eu un travail très approfondi sur la nature des sols. Alors évidemment, on est dans un sujet de désimperméabilisation, je dirais un petit peu classique, mais on a vraiment souhaité le réfléchir en lien aussi avec la gestion hydraulique. Et donc, on a des revêtements qui vont être perméables, semi-perméables ou plus imperméables, hein, parce qu'on a gardé du revêtement existant dans la cour aussi pour limiter les frais. Mais voilà, ça permet aussi d'offrir différentes conditions et différents milieux pour les espèces. Donc, on se donne une chance de maximiser un petit peu ce qu'on apporte à la biodiversité. Il faut aussi savoir, donc là on ne le voit pas sur ce plan, mais qu'on s'inscrit dans un complexe sportif avec aussi des terrains sportifs à côté et puis finalement une sorte de coulée verte qui existe déjà. Donc voilà, il y a eu un travail aussi fait de renforcer finalement la trame verte. Se poser la question, comme le disait Hélène, hein, à l'échelle d'un projet comme celui-ci, est-ce qu'il faut mettre en œuvre cette démarche-là? C'est vrai qu'elle demande des moyens. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est dans une démarche de courtoisie, de toute façon, il y a un effort de concertation et de conception qui doit être porté en amont pour prendre du recul par rapport aux usages, par rapport aux besoins. Et finalement, d'y injecter l'approche SFN, c'est un petit plus, mais c'est pas un gros effort de plus. Donc, ça peut quand même se réfléchir et ça peut vraiment avoir du sens. On voit qu'il y a aussi quand même des différences et une plus-value réelle par rapport à un projet classique. Pour le petit clin d'œil, ce projet va être inauguré la semaine prochaine par les élus, puisque les travaux ont été réalisés. Et c'est l'un des pôles de Bordeaux Métropole qui a conduit les études de maîtrise d'œuvre après notre travail. Donc, il y a vraiment eu une continuité. Je propose à Clara de passer la petite vidéo qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du projet. Oui, pas de souci. Alors, je vais reprendre du coup le partage d'écran. Hop. Alors, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon, C'est tout bon. Alors, je lance. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son ou de visuel pendant la vidéo. ça marche. Merci Clara. Bordeaux Métropole sanctuarise 50% du territoire en zone agricole et naturelle, 50% qui sont dédiés à l'urbanisation. Si on veut relever le défi de la perte de biodiversité, il va falloir que ces espaces urbanisés participent effectivement à l'effort de renaturation. Le fait de relever conjointement le défi climatique et le défi de perte de la biodiversité, c'est l'objet des solutions fondées sur la nature. Bordeaux Métropole a choisi d'initier une démarche qui repose sur les solutions fondées sur la nature. Il va falloir bien identifier les défis qu'on va devoir relever, les forces et les vulnérabilités du territoire de projet, afin d'apporter les solutions qui seront adéquates. Ces solutions vont reposer sur les services que la nature peut nous rendre. En retour, elles vont également apporter des bénéfices à la nature. La ville de Bègles a choisi d'expérimenter la méthode SFN dans le cadre d'un projet de renaturation de la cour de l'école Paul Langevin. Ça a été une demande qui a été effectuée par les élèves dans un premier temps et aussi les adultes de l'école. Il y avait des interrogations sur des chaleurs très fortes pendant les fins d'année ou le début d'année scolaire et de regagner un petit peu de végétalisation. On est arrivé sur une consultation avec la mairie de Bègles ainsi que la Bordeaux Métropole afin d'établir une concertation avec les différents partenaires pour réfléchir à un usage beaucoup plus raisonné de ce bâtiment. Il y avait 4 grands enjeux: avoir des cours d'école encore vivables pour les enfants demain, dans un contexte de changement climatique. Deuxième enjeu, tout ce qui est intensité de pluie et infiltration des eaux pluviales. Troisième défi, c'est aussi d'avoir une cour d'école qui serve de support pédagogique avec un coin potager, théâtre de verdure. Quatrième enjeu, sensibiliser et co-construire avec tous les acteurs impliqués. Nous avons fait participer sur du temps scolaire des CE2, des CM1 et des CM2 pendant la garderie tous les élèves qui souhaitaient participer, ainsi que leurs parents, tout le personnel municipal qui œuvre aussi au périscolaire.
Les besoins ont pu être recueillis par un système d'ateliers avec des pictogrammes, des images, des photos. On pourrait mettre une petite cabane un petit peu en l'air. Alors, les points clés, c'est effectivement cette façade qui est très métallique et donc qui absorbe énormément d'énergie. Les enfants exprimaient leur difficulté à suivre les enseignements et aussi ce côté très minéral de la cour de récréation. Il y avait très peu d'espace donc ombragé et très peu d'espace naturel. Et puis ensuite, de recréer aussi des lieux aussi de jeu et d'échange entre les enfants. Il y a l'aspect végétal d'un côté, mais il y a aussi l'aspect ludique. La solution principale, ça a été donc une végétalisation de la façade avec un système de treillis et de plantes, ainsi que des plantations de hautes tiges qui permettent en fait d'isoler un petit peu cette façade d'une façon naturelle sur les heures les plus chaudes de la journée. Pour le réagencement de la cour d'école, on a commencé par un diagnostic partagé avec les enfants de l'école, les adultes de la communauté scolaire et périscolaire, ainsi qu'avec les techniciens et les élus qui étaient concernés par le projet. On a parcouru la cour ensemble et on a pu poser les besoins des enfants, les pratiques des enfants, la présence de la nature dans la cour et les besoins dont elle pourrait avoir pour se développer. Ça donnait des enjeux communs qui sont portés entre autres par les SFN, auxquels on a essayé de répondre à travers une esquisse qu'on a pu travailler avec une équipe pluridisciplinaire croisant paysagistes et ingénieurs écologiques. L'objectif, c'est travailler au service des humains qui occupent les lieux et également travailler au service de la nature. Il y a toujours ces deux aspects dans la démarche. Parmi les solutions proposées, il y a les bosquets de nature. En termes d'usage par les enfants, ça leur permet de créer un espace d'intimité qu'ils ont très peu actuellement au sein de la cour. Les bosquets de nature ont été conçus de façon à avoir un petit peu de relief. Ça permet d'avoir des profils biodiversité différents et complémentaires. On va trouver à la fois des arbres de haute tige, des arbustes, mais aussi des plantes de la strate plus basse qui occupent le sol, des couvre-sols par exemple, des vivaces. L'idée, c'est vraiment d'occuper tout l'espace et d'avoir cette altimétrie entre le sol et les hauts étages végétaux. Ça crée également des îlots de fraîcheur, des endroits plus ombragés, plus exposés au soleil. Ça permet à différents types de comportements d'enfants d'exister dans la cour, puisque c'est un lieu qui peut être à la fois un lieu calme, où on va se poser sur une pente de butte pour s'allonger au soleil. C'est aussi un lieu qui est propice aux jeux dynamiques, puisqu'on peut grimper, sauter, dévaler le long de la pente. Nous avons proposé un dispositif en pied de façade qui permet l'infiltration des eaux pluviales. Ça permet également d'agir sur le confort bioclimatique. Ces espaces d'infiltration qui sont prévus à différents endroits de la cour vont être plus ou moins secs, ce qui permet aussi d'avoir une diversité végétale plus importante. Aujourd'hui, on vient de terminer tout ce qui était diagnostic des usages. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on veut demain? On a croisé ça avec les contraintes techniques. Là, on est en train de traduire vraiment l'ambition du projet sur un cahier des charges. La démarche a été conçue pour pouvoir être reproductible à des projets de différentes échelles et de différentes typologies. Bordeaux Métropole l'a testé sur des espaces publics, mais également sur des projets de plusieurs hectares et à l'échelle de la parcelle sur le projet de dépôt de bus à Florac. À vous de jouer. Voilà, donc on arrive là au terme des présentations d'exemples urbains. Et Sarah va nous présenter maintenant un exemple rural, puisque l'approche SFN est aussi très intéressante dans les territoires ruraux. Merci. Donc pour rappel, le programme démonstrateur du Life Artisan de l'OFB, c'est 10 sites pilotes qui mettent en œuvre et suivent le résultat de solutions fondées sur la nature, répondant à des enjeux différents et des contextes très différents également. On peut avoir un site pilote sur l'aménagement des arbres de pluie aussi en contexte urbain dans le Grand Lyon. On est aussi présent dans l'outre-mer avec la création d'une mangrove en Martinique. Mais ici, on va se concentrer vraiment sur le projet en Normandie de plantation et de restauration de haies. Plus précisément, dans la communauté de communes Saint-Gall suisse normande. Voilà. Et cette installation, cette restauration de haies a lieu chez des propriétaires
et des exploitations. Des exploitants, pardon. Euh, on a différents enjeux différents rôles principaux de ces haies. Je vais juste en rappeler quelques-uns. La filtration des intrants, notamment des nitrates et des pesticides. Il y a aussi l'enjeu économique à travers la valorisation du bois et la création de filières bois, bois de chauffe, bois d'œuvre. La santé des bêtes lors des fortes chaleurs. La structuration du sol aussi contre le ruissellement érosif, l'érosion du vent et l'infiltration. Donc voilà pour ces 5 rôles charnières. Ce projet-là, ce site pilote, est accompagné par l'Université de Rennes et l'Université de Caen. Et l'Université de Rennes a remarqué une diminution vraiment notable des matières en suspension dans les cours d'eau aux abords du bocage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Pardon. On va un petit peu contextualiser ce qui se passe en Normandie. Donc là, vous voyez un graphique de densité mètre par hectare des haies en Normandie et sa nette baisse depuis 1970. Et à l'échelle de la France aussi, on a perdu quasiment l'équivalent de 2 allers-retours Terre-Lune en kilomètres de haies. À l'époque, ça correspondait à un besoin de nourrir la France, mais aujourd'hui, ça peut poser problème à l'aune du changement climatique, ce qui pose problème en termes de stockage de carbone, d'adaptation au changement climatique. Alors, le projet a commencé à débuter courant 2021. Vous voyez ici sur la carte le côté ouest, où on a une plaine de grandes cultures, peu de chevelus hydrographiques, mais un grand cours d'eau. Et côté est, c'est la zone qui va nous intéresser. C'est la Suisse normande. C'est un terrain très accidenté, avec des sols peu épais et sensible à l'érosion, au ruissellement, avec plein de petits cours d'eau partout, un chevelu hydrographique important. À certains endroits, la roche est quasiment affleurante, donc il y a vraiment peu de sol. Et si l'objectif, ça va être de voir où on va implanter le plus judicieusement possible, du coup, dans cet objectif de diminuer l'érosion. Et aussi, on va préserver le plus possible les vieilles haies qui ont des services rendus bien meilleurs en termes d'ombrage, de biodiversité, d'infiltration. Pour ce qui est des jeunes haies, on est en ce moment même à une plantation qui s'étend sur 9 kilomètres de haies. Alors, les enjeux, on avait parlé de la filière bois. C'est un enjeu qui est à l'étude actuellement sur ce site pilote. Effectivement, le bois de chauffage, c'est une plus-value. Ça peut inciter les agriculteurs à planter des haies et à les gérer durablement. C'est un levier pour les convaincre au maintien de ces haies. Ça peut également améliorer leur niveau de vie. Et ce bois de chauffe serait acheté par les collectivités. Elles s'engageraient à acheter du bois de chauffe pour ces chaufferies. La Suisse normande, c'est également un territoire de tourisme. On a des activités de canoë, de randonnée, de VTT. Et les élus sont bien conscients que ce paysage de bocage avec ses haies est une des raisons de l'activité touristique. Donc il y a un vrai enjeu aussi ici. Et puis la Suisse normande ne se prête pas du tout à la culture, donc vraiment un enjeu de maintien de l'élevage laitier parce que les sols sont trop pauvres et ces zones sont vouées à s'embroussailler si elles ne sont pas entretenues. Euh,
En termes de suivi, pour le volet biodiversité qu'on doit compter aussi dans les SFN, on a aussi un suivi de faune qui commence, qui est initié par notre technicienne de bocage. Elle suit deux espèces, deux reptiles qui sont particulièrement climato-sensibles. Elles ont besoin de mare, d'ombrage pour que leur population soit en bon état. Donc, c'est deux espèces phares qui vont nous permettre de vraiment comprendre plein de choses. On a le lézard vivipare et la vipère péliade. L'enjeu eau aussi, donc la gestion de la ressource en eau, en quantité et en qualité. Comme on l'a précisé au début, les haies ont un rôle de filtration. Elles permettent de limiter le ruissellement, de rediriger l'eau et de mieux la répartir sur les champs. Donc c'est très intéressant dans un contexte sur les prés, pardon, dans un contexte de sécheresse. Alors, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est sur pardon, peut-être diapo précédente, sur ce site pilote, on a une animatrice régionale qui intervient, qui crée du lien autour des différents acteurs. Elle a réussi à rapprocher l'Aubaine, un observatoire batracho-herpétologique, l'Université de Caen, autour de ce projet-là. Elle valorise les retours d'expérience sur ce site à travers notamment la co-organisation d'événements. Et elle participe vraiment au rayonnement de ce site pilote. Là, l'objectif, c'est vraiment de peut-être de donner lieu éventuellement à des visites et espérer inspirer d'autres collectivités. Il y a aussi une technicienne de bocage qui est lié à l'intercommunalité, mais son poste est rémunéré par le LIFE artisan. Elle s'occupe des plantations de haies dans le cadre du LIFE. Elle amène vraiment le projet clé en main. C'est elle qui fait les demandes de subventions, le tracé du linéaire de haies, les essences à mettre dans les haies, le suivi de chantier, le suivi des haies. Comme on l'avait mentionné aussi, elle étudie les indicateurs de biodiversité. Donc voilà, elle va faire des diagnostics aussi d'exploitation. Donc elle va diagnostiquer les parcelles les plus sensibles à l'érosion pour pouvoir proposer des plantations qui limiteront ce phénomène au mieux. Et si ça vous intéresse, le département finance à hauteur de 70% le porteur à un reste à charge de 30%. Et quand c'est des haies à rôle anti-érosif, c'est-à-dire quand elles sont situées sur des pentes, elles sont financées à 80% par l'Agence de l'eau et le complément par la Gemapi. Alors, on organise le 10 et 11 juin à Toulouse, Toulouse Centre, le forum Alliance Nature et Adaptation. On le co-organise avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Je vais vous copier dans le chat le programme de ce forum et le lien d'inscription au forum. Voilà. Donc, un des thèmes principaux de ce forum, ce sera l'eau. C'est un sujet sur lequel on va particulièrement mettre l'accent. Et l'objectif de ce forum, c'est d'animer vraiment une communauté d'engagement autour des SFN, d'initier un intérêt autour de ces SFN, de faciliter l'action. On n'est pas sur de la simple sensibilisation. On est vraiment sur voilà, aider à initier le passage à l'action avec des outils clés en main, avec des échanges entre pairs. Vous aurez un village des inspirations, des stands partenaires, des superbes visites de terrain. Je vous invite vraiment à consulter le programme et une conférence inspirante qui sera, elle, ouverte au grand public. Il faut vraiment s'inscrire pour pouvoir participer à ce forum. Euh, ce sera un forum avec de nombreux ateliers, 16 ateliers au total. Donc, voilà, ce sera très, très stimulant. Si vous voulez en savoir plus sur les SFN et initier des actions, je vous conseille de vous y rendre. Alors,
Pour aller plus loin, on vous a mis ici des portails de documentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de présentation, je vous ai parlé de documentation spécifique généraliste que nous publions dans le cadre du Life Artisan. Je vous ai également copié ici les liens en discussion. Donc, on a un portail artisan sur le site de l'OFB. Vous pouvez y accéder ou via le lien que je viens de vous donner. Et ces publications-là, elles sont également publiées dans l'onglet Solutions fondées sur la nature du Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, le CRAC. Donc, il faut vraiment aller sur l'onglet SFN et là, vous aurez une liste de ressources, d'événements, de publications. Voilà. Et enfin, donc là, vous avez un petit retour sur des exemples de publications qu'on peut faire. Là, récemment, un guide publié par le CEPRI, hein, qu'on a publié sur notre site, sur le risque inondation. Des fiches retour d'expérience aussi très, très intéressants, qui ont été écrites par le CDC Biodiversité, l'ADEME et l'OFB. Et puis en juin 2024, à noter, il y aura la sortie d'un kit argumentaire à destination des élus et décideurs politiques pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et une mallette technique plutôt, elle, destinée aux techniciens pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, étape par étape. Et enfin, juste à droite, vous avez notre compte LinkedIn, très actif, sur lequel aussi vous pourrez trouver de la ressource, des événements et notre newsletter sur notre portail. Alors, cette newsletter est pas très visible, il faut vraiment défiler jusqu'en bas à droite. Merci beaucoup, Sarah. Un tout petit Merci. mot de synthèse. On a débordé notre timing d'origine, mais globalement, ça reflète tous les échanges qu'on a pu vivre avec Bordeaux Métropole. C'est un sujet où, à chaque fois, en fait, on déborde. Il y a tellement de choses à dire. Et donc, vous avez pu avoir un panorama. Ça nous tenait beaucoup à cœur de vous présenter un panorama complet sur les SFN et les SAFN. Donc, nous sommes ravis d'avoir pu faire cette présentation à quatre voix avec également la présence de l'OFB. Voilà, donc si on peut retenir peut-être juste une idée, c'est que les SFN, finalement, c'est une démarche qui est vraiment intégratrice de tous les sujets de la transition écologique. On a vu plein d'échelles, de temporalités, de types de territoires, de déclinaisons. Là, on vous a remis, par exemple, à gauche, euh, l'ensemble des politiques qui s'appliquent à Bordeaux Métropole en termes de cadre normatif et réglementaire, mais aussi les politiques publiques locales qui sont déclinées sur la métropole. Et finalement, on s'aperçoit que les SFN permettent de répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Donc, on est vraiment sur un sujet intégrateur qui permet de relever des défis environnementaux, sociétaux, culturels et d'adaptation au changement climatique. Donc n'attendons pas pour les mettre en œuvre. Nous vous incitons à vous en emparer. J'ouvre la discussion pour ceux qui sont restés. On vous remercie d'être restés avec nous jusque-là. Si vous souhaitez poser une ou deux questions, on peut avoir ce petit temps d'échange. Donc plutôt dans questions-réponses, comme tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez écrit dans le chat. Bon, il y a des commentaires euh, qui, Des qui nous beaux vont droit commentaires, au hein. cœur, des beaux commentaires, ouais. Merci. Une méthode pleine de bon sens et donc transversale. Et oui, effectivement. Peut-être s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure. Ah, s'il y a une question dans le chat pour le coup, comment mobiliser les études universitaires? Alors, La littérature scientifique et universitaire sur les SFN est assez vaste. Ça dépendra peut-être des sujets, des défis que vous avez relevés. Je pense que l'OFB est un centre de ressources et le centre de ressources aujourd'hui sur le sujet, notamment pour donner accès à certaines ressources, en particulier celles qui seraient issues
des sites pilotes du programme artisan. Après, c'est un travail de réseautage et c'est là que les animateurs régionaux de l'OFB peuvent aussi vous aider à créer ces connexions avec le milieu universitaire. Si c'est pas par ce biais-là, nous-mêmes, bureau d'études, avons la possibilité de créer des partenariats. Donc ça peut se passer aussi au niveau de la commande publique. Est-ce que vous construisez le cadre de gouvernance préalable aux travaux ou est-ce que ce cadre est confié à un tiers, donc soit à l'OFB, soit un bureau d'études, soit un milieu associatif? Je peux compléter, Jérémy. Rémi, Allez-y. pardon. Au niveau de l'OFB, alors le Life Artisan, vous avez une base documentaire, mais on a 9 centres de ressources que vous pouvez consulter avec de la documentation universitaire bien spécialisée, de la documentation aussi à destination d'élus avec parfois des fiches retour d'expérience ultra synthétiques. Voici les centres de ressources en discussion. Avec chaque centre de ressources a des référents et vous pouvez les contacter directement.